Bonjour et bienvenue au Café littéraire de l'Écume des œuvres. Que puis-je faire pour vous ? La célébration du monde en littérature ? Oh oui, ça doit pouvoir se faire. Allez faire un tour à la table numéro 7. Il y a là-bas quelqu'un qui s'y connaît mieux que personne en littérature. Il devrait pouvoir vous aider. À l'essentiel, la célébration du monde, podcast L'Écume des œuvres, Hachette Éducation. Célébrer le monde. Vous voulez trinquer ? Ah, en littérature. Ah oui, bien sûr. Mais installez-vous, mettez-vous à l'aise. Je vais vous expliquer l'essentiel. Quand je dis célébrer, ça ne veut pas seulement dire faire la fête, hein. Non mais, c'est important de faire un point définition avant de commencer. On ne sait jamais. La célébration, à l'origine, désigne une cérémonie religieuse ou rituelle. Par exemple, on célèbre une messe ou un mariage. Célébrer, c'est rendre quelque chose solennel, exceptionnel, comme quand on célèbre un événement, un anniversaire ou une victoire en Ligue des Champions. En somme, célébrer quelqu'un ou quelque chose, c'est lui faire honneur publiquement, le chanter, le glorifier, vanter ses mérites, louer ses qualités. Les premières traces des célébrations humaines sont très anciennes. Elles sont en général religieuses ou artistiques. On peut célébrer en musique, grâce à la peinture, à la sculpture, même à l'architecture. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la littérature. Merci, il y en a qui suivent. Alors ça oui, la littérature regorge de genres dont la fonction principale est la célébration des exploits humains ou des beautés et des merveilles du monde, et ça ne date pas d'hier. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire l'éloge de quelqu'un. Parce qu'il a accompli quelque chose d'exceptionnel, ou encore, plus simplement, parce qu'on l'aime bien. Durant l'Antiquité déjà, les artistes pouvaient faire l'éloge de personnalités publiques ou de célébrités. En littérature, c'est la poésie qui va devenir le genre de prédilection de la célébration. Les odes triomphales, par exemple, célébraient les victoires d'athlètes. Sachez que si vous voulez écrire une ode triomphale pour Kylian Mbappé, vous pouvez. Les hymnes, eux, sont des chants ou des poèmes à la gloire des dieux et des héros. Mais la poésie ne sert pas qu'à célébrer les héros, les personnalités publiques ou les sportifs. Elle permet aussi de rendre hommage à la personne qu'on aime. Ah ça, on ne compte plus les poètes et les poétesses qui écrivent à la gloire de la personne qu'ils tentent de séduire. Pierre de Ronsard, un poète du XVIe siècle, est particulièrement célèbre pour ses œuvres adressées à de jeunes femmes. Et quand il veut draguer, il y va à fond. Bonjour mon cœur, bonjour ma douce vie, bonjour mon œil, bonjour ma chère amie, et bonjour ma toute belle, ma mignardise, bonjour. Mes délices, mon amour, mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle, mon doux plaisir, ma douce colombelle, mon passereau, ma jante tourterelle, bonjour ma douce rebelle. Magnifique, non ? La poésie permet donc de célébrer l'amour, et c'est l'un des sujets de prédilection des poètes qui écrivent parfois directement à la gloire de la personne aimée, que ce soit la Cassandre de Pierre de Ronsard ou la Chiquita de Jules. Mais l'art de la célébration ne s'arrête pas aux individus. Il peut aussi viser la nature. La beauté d'une fleur ou d'un paysage, la force mystique des vents, les couleurs du ciel, un chien particulièrement choupi. Tous les aspects du monde peuvent être prétexte à l'écriture poétique et à l'émerveillement. Durant l'Antiquité, on trouve déjà des récits champêtres et des textes glorifiant le monde, comme dans les Bucoliques de Virgile ou les Métamorphoses d'Ovide. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, de nombreuses œuvres bucoliques ou pastorales mettent en scène des bergères et des bergers dans un cadre naturel idéal. Les auteurs peuvent glorifier la puissance de la nature ou partager un sentiment de plénitude et d'harmonie. Chez Jean-Jacques Rousseau ou chez les romantiques, la nature accueille les rêveries du héros solitaire. Victor Hugo présente ce lien dans de nombreux vers. Le poète s'en va dans les champs, il admire, il adore, il écoute en lui-même une lyre, et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, celles qui des rubis font pâlir les couleurs, celles qui des pans même éclipseraient les queues, les petites fleurs d'or, les petites fleurs bleues prennent, pour l'accueillir agitant leur bouquet, de petits airs penchés ou de grands airs coquets. Chez des auteurs comme George Sand, la nature devient une amie, une confidente, une richesse qu'il faut protéger. Mais si les auteurs célèbrent souvent la nature dans laquelle ils vivent, ou celle de leur enfance,
Ils peuvent également vouloir célébrer l'ailleurs, le lointain, l'exotique. Le voyage devient alors aussi un prétexte pour donner à voir la richesse et la variété du monde. On peut aussi bien vouloir écrire sur les platanes de Bourg-en-Bresse que sur les falaises abruptes de l'Himalaya. Multiple, la nature est une source intarissable d'inspiration et de beauté. Oui, même à Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui, la nature est un sujet central, en littérature, au cinéma, en musique, dans les jeux vidéo, que ce soit dans Animal Crossing, Red Dead Redemption, Journey ou Zelda, les créateurs célèbrent la nature, invitant les joueurs à la parcourir, la découvrir et à prendre le temps de l'admirer. Les questionnements écologiques et éthiques occupent les esprits et on ressent, peut-être plus que jamais, le besoin de regarder, de comprendre, de protéger et de célébrer cette nature qui nous entoure et à qui nous devons tant de choses. Les pastèques, par exemple. C'est formidable, les pastèques. Colette est une autrice qui s'est particulièrement illustrée par sa manière de célébrer le monde. Dans ses œuvres, elle parle beaucoup de la nature, au point que cette dernière devient presque un personnage à part entière. On a parfois l'impression que Colette dialogue directement avec elle. La nature favorise l'éveil des sens, et son spectacle procure d'incomparables émotions. Puissante, mystérieuse, inquiétante parfois, la nature favorise la réflexion ou la nostalgie. Dans Sido, la nature renvoie souvent Colette au souvenir de sa mère. Cette dernière célébrait la beauté du monde à sa façon, par la communion, le silence, l'écoute, la recherche sereine d'harmonie. Une quête de liberté et de bonheur simple que l'autrice tente de retranscrire et de partager. Le sujet initial n'a pas besoin d'être parfait ou grandiose. C'est la vision de l'artiste qui vient le magnifier. Bien souvent, cette célébration de la nature intervient sur le ton de la nostalgie, comme si le monde à célébrer ne pouvait se trouver que dans le passé. La nature que chante Colette ou des auteurs comme Marcel Pagnol est celle de leur enfance. Elle est lointaine et idéalisée. C'est ce qu'explique Colette dans la nouvelle Un jour gris, quand elle déclare « Je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste. » On rejoint alors le célèbre mythe de l'âge d'or. En gros, l'âge d'or serait une période durant laquelle l'homme aurait connu une existence de bonheur, de paix, accompagnée par une nature protectrice et généreuse, le tout dans une harmonie idyllique. Cet idéal ne date pas d'aujourd'hui et on en trouve déjà trace chez Ovide au 1er siècle après Jésus-Christ. Dans ses Métamorphoses, il décrit une sorte de paradis. Les hommes ne connaissaient ni la crainte, ni les supplices. La terre, sans être sollicitée par le fer, ouvrait son sein, et fertile, sans culture, produisait tout d'elle-même. C'était alors le règne d'un printemps éternel. Bien sûr, cet âge d'or n'a jamais existé, mais qu'importe. Il s'agit de célébrer des lieux enchantés, comme le Jardin d'Éden ou l'Eldorado, de décrire un idéal, un rêve. Cette quête de perfection cherche non seulement à célébrer le monde, mais aussi à le perfectionner encore en exposant comment il pourrait être. Chez Colette, la célébration de la nature se mêle à celle des êtres aimés et des souvenirs. Dans Sido, Colette cherche à rendre hommage à ses frères, son père et surtout à sa mère. À propos de cette dernière, elle déclare « Je la chante de mon mieux. Je célèbre la clarté originelle qui, en elle, refoulait, éteignait souvent les petites lumières péniblement allumées au contact de ce qu'elle nommait le commun des mortels. » Le but est alors d'honorer les disparus, de préserver leur mémoire, de les prémunir contre l'oubli et le temps qui passe. Dans Sido, l'image de la mer et du jardin se confondent ainsi, permettant à l'autrice de célébrer tout le monde, ou plutôt tout le paradis, de son enfance. La célébration du monde donne souvent lieu à l'utilisation de ce qu'on appelle la prose poétique. La prose poétique n'est pas tout à fait de la poésie, dans le sens où on n'y trouve ni rime ni vers. La prose poétique utilise des figures de style, des effets sonores et rythmiques, afin de générer des effets poétiques. Cette écriture imagée est un outil particulièrement employé pour célébrer le monde. Charles Baudelaire a par exemple écrit un recueil intitulé « Petits poèmes en prose », dans lequel il célèbre la ville. Dans Sido et les vrilles de la vigne, Colette utilise aussi la prose poétique pour rendre hommage à la nature. Ces descriptions ne sont pas qu'informatives ou explicatives. Colette cherche à rendre compte, par l'emploi d'images fortes, des émotions que lui procure la beauté du monde, par exemple lorsqu'elle écrit « Il y avait dans ce temps-là de grands hivers, de brûlants étés.
J'ai connu depuis des étés dont la couleur, si je ferme les yeux, est celle de la terre eau-creuse, fendillée entre les tiges du blé et sous la géante ombelle du panais sauvage, celle de la mer grise ou bleue. Mais aucun été, sauf ceux de mon enfance, ne commémore le géranium écarlate et la hampe enflammée des digitales. Aucun hiver n'est plus d'un blanc pur à la base d'un ciel bourré de nuits ardoisées qui présageait une tempête de flocons plus épais, puis un dégel illuminé de 1000 gouttes d'eau et de bourgeons lancés au lait. En mélangeant figures de style et effets de rythme, Colette ne cherche pas seulement ici à décrire la nature, mais à montrer ce qu'elle a de plus poétique. La prose poétique peut ainsi servir à célébrer le monde dans toute sa complexité, que ce soit la ville, la nature, jusqu'à ses éléments les plus insignifiants. Dans son recueil Le Parti pris des choses, Francis Ponge utilise une forme poétique, la poésie en prose, afin de décrire des animaux ou des objets du quotidien, un papillon, une huître, du pain ou même un cajot. Pensez à tous ces objets qui n'attendent que d'être poétisés. Votre frigo, vos baskets, votre gel hydroalcoolique. Mais vous allez me demander comment bien célébrer le monde en littérature. Et je vous dirais que c'est une excellente question. Alors, si je devais faire simple, je dirais que la célébration en littérature, c'est un peu comme les tacos. Vous allez comprendre. Je vous donne la recette, vous pouvez noter. Alors, d'abord, il y a la viande ou le soja si vous êtes végétarien. Ça, c'est ce que vous voulez célébrer. Ça peut être une personne ou une chose, une œuvre d'art, le ciel, un arbre, un animal. C'est vous qui décidez. Cette base, vous l'enroulez ensuite dans une tortilla. La tortilla, c'est le genre que vous allez adopter. Discours, ode, hymne, autobiographie, poème en prose. Vous choisissez la forme qui vous conviendra le mieux. Une fois que vous avez votre sujet et votre genre, votre tortilla et votre viande donc, vous allez y mettre une bonne sauce. La sauce, c'est tout ce que vous pouvez dire de positif, de mélioratif sur votre sujet. Vous y mettez la sauce dans le sens où vous y allez sur le lexique valorisant, les superlatifs, la tonalité lyrique, tout ce qui peut montrer les qualités de votre sujet. C'est de la douceur et de la gourmandise, mais attention quand même, trop de sauce, c'est vite écœurant. Rajoutez ensuite des oignons. Les oignons, ça fait pleurer, c'est l'émotion. Le mot « éloge » vient du latin « elogium » qui désigne une inscription sur une tombe. Un éloge, ça doit émouvoir, ça doit être puissant. Alors employez des hyperboles, du lyrisme vibrant, sortez les violons pour parler au cœur du lecteur ou de l'auditeur. Enfin, la coriandre fraîche bien hachée. Ce qui va rendre votre célébration exceptionnelle, c'est son caractère intime, particulier et subjectif. Si vous faites exactement le même éloge à 2 personnes, cela aura moins d'impact. Une célébration, ça doit être unique. L'expression de sentiments personnels, l'emploi de métaphores, de figures de style originales vous permettront de créer un éloge original et sans pareil. Et voilà, vous avez un merveilleux tacos littéraire pour une célébration parfaite. C'est simple, non? Alors, retenez bien ces ingrédients. Un sujet dont on veut faire l'éloge au centre du plat. Une tortilla pour le genre qui convient, une bonne sauce méliorative, des oignons d'émotion, de la coriandre intime, et hop, le tour est joué. Mon explication mériterait bien un petit poème élogieux, non? Alors, la célébration du monde, ça vous paraît plus clair? Merveilleux! N'hésitez pas à repasser au café littéraire de l'Écume des œuvres si vous avez d'autres questions. On est toujours ouvert. On sert à boire, à manger, mais surtout à savoir. À l'essentiel, la célébration du monde, podcast L'Écume des œuvres, Hachette Éducation.